À la une ce soir, 2 jours après le drame qui s'est joué à la station-service de l'aéroport, les salariés sont toujours sous le choc. Une cellule de crise a été mise en place et un accompagnement psychologique est proposé à tous les employés. La réouverture est programmée demain matin. Des uniformes scolaires proposés en hypermarché. Une première cette année qui a commencé depuis 15 jours. Les boutiques spécialisées redoutent l'arrivée de ces nouveaux concurrents. Les locations de bateaux ne font plus recette à l'approche du Tour des Yoles. Les loueurs deviennent frileux suite à de nombreuses casses recensés lors des éditions précédentes et les Martiniquais réfléchissent de plus en plus à la dépense. Julien Bérol et Brice René Corail de retour chez nous après avoir participé au championnat de France de natation qui se sont déroulés à Dunkerque la semaine dernière. Julien Bérol qui a remporté plusieurs médailles d'or est notre invité ce soir. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette édition que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Voilà 2 jours que la station-service Vito de l'aéroport a été la scène d'un terrible accident et les employés n'ont toujours pas pu reprendre le travail aujourd'hui. Une cellule de crise a été mise en place avec une prise en charge psychologique proposée à tous les salariés. Pour rappel, l'un de leurs collègues a perdu la vie samedi soir fauché par une voiture alors qu'il délivrait du carburant. Le conducteur du véhicule qu'il servait a quant à lui été hospitalisé dans un état critique. Reportage de Jean-Marc Dabreux. Ces fleurs et ce message de soutien ornent la pompe numéro 4, celle où travaillait Jean-José Niger quand il a été mortellement fauché ce samedi 22 juillet. Au surlendemain du drame, ses collègues ont peu de mots pour exprimer leur émotion. Disons qu'on n'a pas beaucoup parlé, et on a regardé, on n'a pas beaucoup parlé. Rassemblés, ils sont reçus toute la journée par une psychologue. Une cellule de crise a été mise en place par la direction. Nous avons contacté l'ensemble des salariés pour leur demander de venir ce matin afin de les prendre en charge avec l'aide d'une psychologue qui les accompagne aujourd'hui pour voir comment ils vont et pour pouvoir les aider au mieux à gérer ces circonstances un peu exceptionnelles. La reprise du travail sera difficile, surtout que le danger est toujours présent. L'autoroute et ses voitures roulant à toute vitesse. Un ancien employé en parle en connaissance de cause. Lui aussi a été victime d'un accident similaire et a frôlé la mort. C'était en 1993. J'étais debout là, à ce niveau-là, de l'autre côté. De l'autre côté, et puis je mettais de l'essence dans un véhicule. Mais en fait, au lieu de me mettre comme ça, pour voir la voiture arriver, j'étais comme ça. Donc je mettais l'essence dans la voiture et la voiture est arrivée dans mon dos. Il y a eu un freinage, un coup de frein très, très violent. Et il y a eu la vente de la voiture entrée dans le poteau qui est là. Ensuite, il y a eu un vol plané et une tête à queue. Tête à queue et puis là. Alors vous, qu'est-ce que vous avez eu comme séquelles? Alors, j'ai eu une fracture du péroné. Et puis, ça m'a quand même coûté 10 jours d'arrêt et 5 mois. 10 jours d'hôpital et 5 mois d'arrêt. Ce serait bien qu'on mette des ralentisseurs. J'ai pensé au Dodan, mais bon, c'est pas une bonne chose. Mais bon. Vraiment, il faudra trouver une solution. Parce que moi, je l'ai échappé belle. Dieu merci, mais malheureusement, mon ancien collègue, dommage. C'est vraiment triste. Ce lundi, la station est restée fermée pour nettoyage. Les 35 salariés doivent reprendre leur service dès demain matin. Et notez que les premiers éléments de l'enquête confirment une vitesse excessive du conducteur incriminé. Les résultats des tests d'alcoolémie seront connus demain. Nous arrivons à la moitié des grandes vacances et certains parents ont déjà la tête aux préparatifs de la prochaine rentrée des classes. La grande nouveauté de cette année est que certains hypermarchés proposent des uniformes scolaires mis en vente depuis quelques semaines. Les grandes surfaces rentrent en concurrence directe avec les boutiques spécialisées. Reportage d'Anaïs Gall. Au détour d'un rayon entre 2 achats, Christiane en profite pour trouver l'uniforme de son enfant. Pour elle, cette nouvelle alternative est un précieux gain de temps. On n'a pas à se déplacer dans toute la ville par exemple, à Fort-de-France, et on vient à un seul endroit, on fait ses courses et on achète en même temps les uniformes. Dans les bacs de ce supermarché, les polos de 18 établissements scolaires martiniquais. Au regret de Juliana, l'école de sa fille ne figure pas dans la liste. Ça m'embête un peu, oui, effectivement. Surtout que je suis allée au centre-ville et il n'y a même pas la taille de ma fille. Et j'ai vu qu'ici, il y avait la taille de la petite. Donc bon, effectivement, je suis un peu bloquée là-dessus. Donc j'espère quand même qu'on pourra trouver les polos ici, quoi.
Si certains peuvent s'étonner de voir les uniformes ici, c'est que la démarche est inédite. Un projet récemment né d'un partenariat entre un hypermarché et une enseigne locale de vêtements. L'un y voit l'opportunité de se diversifier, l'autre d'élargir sa clientèle. Un échange de bons procédés. C'était dans le but de pouvoir faire plus d'écoles. D'habitude, je faisais entre 4 et 6 écoles avec Carrefour. Et on a fait un partenariat qui nous a permis de faire 18 établissements scolaires. Ils arrivent avec le confort de pouvoir trouver du parking. Les polos sont disponibles au-delà de 17 heures, donc ça veut dire qu'ils peuvent terminer le travail et venir et acheter les polos. Produits en République dominicaine, ces maillots en coton premium sont vendus entre 10 et 15 € en fonction de la couleur, la taille ou la complexité du logo. Tous sont validés par les établissements concernés. On a fait faire des échantillons de logos de chaque école et nous sommes allés les voir et on lui a montré ce qu'on allait faire et ils nous ont donné leur accord. Depuis son ouverture il y a 5 ans, rien d'autre dans cette boutique que des uniformes scolaires. Aujourd'hui, plus de 35 écoles figurent parmi ses clients. Nous avons notre branche exclusive pour les écoles privées. Ils ont un contrat de partenariat avec nous. Les écoles publiques n'ont pas de contrat de partenariat avec nous. Les écoles publiques font appel à nous. Ils trouvent notre numéro, nous appellent pour venir, pour qu'on puisse produire notre polo. On fait pour un logo, la couleur du polo, ils signent, ils actent. Et à ce moment-là, ils sont en droit de garder le logo et le donnent à tout concurrent qui souhaite reproduire le polo. Malgré la concurrence toujours plus rude, le commerce mise sur la qualité de son textile, des polos fabriqués au Maroc et en Tunisie, pays garant des normes européennes. Nos polos sont 100% coton. Ils ont le certificat OECOTEX, ce qui signifie qu'on respecte les normes sociales et environnementales. Ce ne sont pas des enfants qui les fabriquent, ce sont des adultes qui sont déclarés. Si ici on préfère ne pas trop s'inquiéter pour le moment, l'ouverture du marché risque de changer la donne. Les familles en revanche ont désormais plus de choix. Et en attendant la prochaine rentrée des classes, une convention a été signée ce matin entre la SARA et l'école de la deuxième chance pour accompagner les jeunes en difficulté. Le premier projet soutenu par la raffinerie a été baptisé la brigade SOS Environnement et sera effectif dès ce week-end avec le coup d'envoi du Tour des Yoles. 20 élèves distribueront des sacs poubelles et des cendriers de poche à chaque étape du tour. Une démarche écolo que la SARA a tenu à soutenir. Voyez les précisions recueillies par Jean-Marc Dabrun. La convention comprend aussi l'accompagnement par la SARA sur des projets citoyens comme celui-ci. Donc là, effectivement, lorsqu'on a émis le projet de faire une brigade verte, la brigade SOS Environnement de l'E2C, la SARA a répondu présent pour nous donner quelques moyens, du sponsoring, notamment avec des t-shirts, des goodies qui permettront aux jeunes d'intervenir sur le site et de pratiquer en fait cette opération de nettoyage des plages tout au long du Tour des Yoles 2017. Notre rôle durant la semaine des Tours des Yoles, ce sera sensibiliser la population pendant le Tour des Yoles, les faire réagir, de garder notre Martinique propre. Il y en a qui ont ce projet-là dans leur projet professionnel, donc ce qui fait qu'après cette semaine-là, normalement, ils vont introduire cette semaine de Tour des Yoles dans leur CV. Attention, la brume de sable continue à stagner au-dessus de nos têtes et engendre des concentrations à particules fines élevées. Une procédure d'alerte à la pollution a été activée. L'indice de demain sera comme aujourd'hui de 8, c'est-à-dire avec une qualité de l'air mauvaise. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous irons en Guadeloupe où 2 détenus sont en cavale depuis bientôt une semaine. Vous verrez comment s'organisent les enquêteurs. Nous parlerons également de ce jour qui a marqué l'histoire. C'était le 20 juillet 1969. Neil Armstrong posait le pied pour la première fois sur la Lune. Et puis, dans notre JT des communes, nous parlerons des espaces de vente mis à disposition des marins pêcheurs de Saint-Pierre depuis le mois de janvier dernier.
Je vous le disais, nous partons tout de suite en Guadeloupe où la chasse à l'homme continue depuis près d'une semaine maintenant. 2 hommes sont toujours en cavale après s'être évadés du centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Il s'agit d'individus potentiellement dangereux qui ont été condamnés en 2016 par la cour d'assises de Fort-de-France pour violences armées, agressions sexuelles, rébellion sur dépositaire de la force publique et extorsion et meurtre au coutelas. Alors comment s'organisent les recherches dans l'île Sœur aujourd'hui? Quels sont les moyens qui ont été mises en place? Voyez les explications d'Isabelle Hameau. Depuis le 18 juillet dernier, ces 2 individus se sont évadés du centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Très connus des autorités, les fugitifs au casier judiciaire lourd sont condamnés pour agression sexuelle et meurtre. Plusieurs signalements ont été recueillis par les autorités depuis l'appel à témoins. Les enquêtes se poursuivent néanmoins. À l'heure d'aujourd'hui, une vingtaine de signalements ont été recueillis par le centre opérationnel de la gendarmerie de Guadeloupe. Signalements recueillis sur la base de l'appel à témoins qui a été diffusé par vos médias. Chaque appel à témoins fait l'objet de vérification, la mise en place d'un dispositif sur le terrain qui vise à surveiller, à vérifier, à réaliser des opérations de ratissage, de perquisition, de façon à lever tout doute sur la présence ou non des évadés sur le terrain. Pour rappel, ces 2 individus originaires de Saint-Vincent et de Sainte-Lucie sont potentiellement dangereux. L'un a été condamné à 12 ans de prison à Fort-de-France pour violences armées, agressions sexuelles et violences sur dépositaire de l'autorité publique. L'autre purgeait une peine de réclusion à perpétuité pour meurtre. Toutes les forces de l'ordre sont mobilisées. Les gendarmes ont déployé des patrouilles pour vérifier les signalements qui leur reviennent. Effectivement, on a un certain nombre de moyens qui sont mis en œuvre, les moyens opérationnels de la gendarmerie en premier lieu, qu'il s'agisse des militaires, des compagnies de gendarmerie départementale, de l'antenne du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, de nos partenaires, des escadrons de gendarmerie mobile déplacés. L'ensemble de ces moyens sont sur le terrain pour rechercher les individus. Bien évidemment, c'est complexe et c'est pour ça d'ailleurs qu'on procède à un recensement de plusieurs informations, dont tout ce qui peut venir de la population. C'est toujours intéressant pour nous pour orienter les enquêtes. Les fugitifs sont-ils encore en Guadeloupe ou ont-ils quitté le territoire? Aucune de ces hypothèses n'est écartée par les autorités. L'appel à témoins se poursuit. Toute personne susceptible de fournir des informations sur ces individus est invitée à contacter sans délai la gendarmerie de Guadeloupe en appelant le 17. Un peu d'histoire maintenant avec un retour sur le 20 juillet 1969. L'Américain Neil Armstrong faisait un pas de géant pour l'humanité en posant son pied pour la première fois sur la Lune. Une aventure scientifique et humaine sur laquelle revient Daniel Nantu. Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations au mépris du danger, reculer l'impossible. L'histoire de la conquête spatiale connaît son point d'orgue lors des premiers pas de l'homme sur la Lune, le 20 juillet 1969. Pour la première fois, sans doute, dans l'histoire de l'humanité, on a marché sur la Lune. La conquête de l'espace est sans doute la plus extraordinaire de toutes les aventures humaines. Inspirant nombre de romanciers, philosophes et artistes, l'aventure spatiale est marquée dès ses débuts par une concurrence féroce entre Russes et Américains dans le contexte de la guerre froide. La France n'a pas accepté, c'était la politique du général de Gaulle, d'être confrontée à ce duopole qui dominait le monde spatial. Et elle a décidé, petit pousset, mais qui tirait son épingle du jeu, d'avoir sa propre politique spatiale. Et en créant le CNES en 1961 et le Centre spatial guyanais en 1964, elle a choisi d'être au moins la 3e puissance. Une affaire qui commence comme un rêve. Au fil du temps, Ariane s'impose comme le premier lanceur commercial au monde. Un succès qui permet à l'Agence spatiale européenne de jouer dans la cour internationale. On a toujours joué dans l'Europe spatiale une coopération sur 2 pieds, et je pense que c'est la sagesse. Donc pas de dépendance vis-à-vis d'une grande puissance, mais une relation, on est dans le domaine scientifique ou technique, une relation cordiale, voire amicale avec les 2 parties, en particulier dans le domaine scientifique. Près de 50 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, les luttes idéologiques faisant place à la collaboration internationale, les projets d'envoi d'hommes, voire de colonisation de la Lune ou de Mars, semblent encore vouloir repousser les frontières de l'infini.
Allez, de retour sur terre et même en mer avec le Tour des Yoles qui se prépare. Intéressons-nous maintenant aux locations de bateaux et catamarans qui généralement se multiplient à quelques jours de la manifestation. Cette année, les chiffres sont en baisse par rapport aux éditions précédentes. Les loueurs deviennent frileux à cause des nombreuses casses recensées après une semaine de tour et les Martiniquais semblent avoir moins d'argent à dépenser. Voyez les explications de Louis Sabas. Bienvenue sur le Maïmiti. Ça, c'est un bateau neuf, enfin neuf qui a une année. Son premier baptême en termes de tour. Un catamaran de croisière d'environ 14 mètres, 12 couchages avec tout le confort, le type de bateau recherché pour le Tour des Yoles. Pourtant, ce loueur constate cette année une baisse de la demande. Il y a une fatigue des gens qui participent habituellement, c'est-à-dire que quand on en a fait plusieurs, qu'on a passé des journées sur un kata, et qu'on s'est bien fatigué entre le soleil et les drinks. Voilà, bon, ça fait une fois, deux fois, mais on n'a pas forcément envie de le refaire tous les ans. Et puis, je pense qu'il y a moins d'argent. Les comités d'entreprise, les associations, tout ça, ont peut-être moins de budget que les années précédentes. Il gère une flotte de 14 navires. Seuls quelques-uns suivront le tour, avec à leur bord associations, comités d'entreprise ou personnes privées qui revendent les places à la journée. Une pratique qui va à l'encontre de son activité de location à la semaine, ce qui le rend frileux quand il faut louer les catamarans. Vendre par exemple à la place des tickets pour une journée sur ce type de bateaux, qui sont nos bateaux de location, ce n'est pas possible. Mais c'est une espèce de tolérance. Là où la tolérance est zéro, c'est chez les assureurs, chez nos assureurs. Parce que s'il y a un risque de dommages, et notamment de dommages corporels, là il y a des grosses incertitudes et on pourrait avoir des recours qui pourraient pénaliser et les gens qui ont organisé ces excursions et les associations, etc., etc. Tout le monde n'a pas bien dans la tête la dimension que ça peut avoir. L'accident, la bête noire de ces professionnels. Alors certains d'entre eux privilégient des clients déjà connus pour suivre la course des yoleurs. Et on a un navire qui est quand même assez gros, qui a du mal à slalomer parmi les multiples embarcations sur l'eau. Donc c'est vrai qu'on va privilégier du groupe qui souhaite suivre l'évolution, la régate pure, mais on ne va pas au contact on va dire, du gros flot de bateaux. Le Tour des Yoles ne représente qu'une petite partie de leur chiffre d'affaires. Alors ces professionnels ne délaissent pas pour autant leur clientèle habituelle. Certains vont jusqu'à se détourner de l'événement. C'est le cas de cette entreprise qui, depuis maintenant 3 ans, ne loue plus pour le Tour des Yoles. Principale cause, les nombreuses incivilités commises par les clients. Aussi, il peut y avoir de la casse, des choses comme ça. Donc c'est vrai que on peut perdre pas mal d'argent s'il y a des gens qui sont un petit peu alcoolisés pour ce genre d'événement. Donc c'est vrai que du coup, nous, on ne le fait plus. Et puis maintenant, avec les restrictions, les bateaux sont beaucoup plus écartés. Les catamarans, en tout cas, sont plus écartés. C'est les petits bateaux qui se rapprochent plus maintenant des yoles. Nous, on a fait ça toute l'année. On a une prestation touristique toute l'année. On ne peut pas se permettre de voir que tout parte en fumée. Des réparations qui peuvent coûter plus d'une dizaine de milliers d'euros. Ils seraient de plus en plus nombreux à suivre cet exemple. Mais pour l'heure, l'activité de location de catamarans n'est pas prête de s'arrêter, même si cette année, ces bateaux pourraient être moins nombreux à suivre le Tour des Yoles rondes. Place au sport maintenant avec le retour en Martinique de Julien Bérol et Brice René Corail qui ont participé au championnat de France de natation qui se sont déroulés à Dunkerque la semaine dernière. Ils ont été accueillis cet après-midi à l'aéroport Aimé Césaire. Voyez les réactions recueillies cet après-midi justement par Camille Joseph. C'était une belle aventure avec mon compatriote Julien Bérol. C'est de bons championnats, on a repris l'objectif en faisant des finales A et des podiums pour lui. C'était une bonne expérience avec lui. J'avais envie d'aller, je me suis donné le maximum. J'ai raté la finale de pas beaucoup, j'ai fini 4e et je pense que je vais même mettre encore plus de travail pour y arriver. J'ai toujours dit que depuis notre grand pays, la Martinique, nous pouvons sortir des jeunes pour qu'ils puissent rejoindre l'équipe de France et pourquoi ne pas arriver à aller au JO à partir de notre grand pays, la Martinique. Ça a toujours été des projets du Longvilliers, on l'a loupé avec Mathias. Bon ben, on tâchera, si ce n'est pas avec Julien, ce sera avec quelqu'un d'autre, mais il faut qu'au prochain JO 2024 et même 2028, on soit présent. Et Julien Bérol qui nous revient avec plein de médailles d'or dans sa valise. Et notre invité, bonsoir à vous Julien. Bonsoir. Merci
d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes champion de France au 100 mètres nage libre, au 50 mètres nage libre, 50 mètres papillon. Alors déjà, est-ce que vous prenez conscience de toutes ces performances? Oui, bien sûr, je prends confiance de toutes ces performances, car je me suis entraîné dur pour ça et sans relâche chaque jour, donc je prends confiance, oui. Et de toutes ces médailles, est-ce qu'il y en a une qui a plus de saveur? Le 100 nage libre, car c'est vraiment la nage que j'aime le plus. En même temps, il faut aller vite, mais sur tout un 100 mètres, pas sur un 50 mètres, et c'est la nage que j'aime le plus, donc je tenais à cette médaille d'or. Là, je vais vous demander de nous raconter comment ça s'est passé, comment vous avez vécu cette compétition. C'était une compétition riche en expérience, car au début, les premiers jours, je partais sur des nages que je n'avais pas l'habitude de nager. J'ai fait un podium, donc je suis assez content. Donc pour moi, cette compétition-là, c'est un gain d'expérience considérable pour les prochaines compétitions à venir, les compétitions en équipe nationale ou d'autres compétitions. Et qu'on se fasse une idée, comment ça se passe? On part avec toute la famille, avec l'entraîneur seulement? Parce que là, vous étiez à Dunkerque, comment s'est passé le voyage? Au début, on est parti à Mulhouse pour un stage avec l'entraîneur et Brice, René Corail, mon associé d'entraînement. Et après, je suis parti en équipe nationale et quand je suis revenu, les championnats de France, c'était 2 semaines après, donc ma mère m'a rejoint à Dunkerque pour le début de la compétition. Donc elle était là pour vous féliciter? Oui, elle était là. Elle est très fière, j'imagine. Oui, elle m'a fait part de cette félicitation. Alors, outre les 3 titres de champion de France, vous êtes également vice-champion de France aux 200 mètres nage libre et médaillé de bronze aux 100 mètres papillon. Alors, avec toutes ces médailles, est-ce qu'on apprécie quand même les médailles de bronze et les médailles d'argent quand on a déjà 3 médailles d'or? Oui, bien sûr, car pour moi, une médaille, donc je me suis battu pour avoir cette médaille et j'apprécie tout autant que la médaille d'or que j'ai eue au 50 nage libre, par exemple. Donc, Et maintenant, une question plus globale. Est-ce qu'on peut considérer que toutes ces performances s'expliquent par un bon accompagnement en Martinique? Est-ce que la qualité des cours proposés en Martinique est très bonne? Oui, on a maintenant, cette année, on a eu de bonnes infrastructures avec la nouvelle piscine du Lamentin, qui a coûté quand même assez cher. Et dont tu es conscient du haut de tes 15 ans, donc oui. On vous sensibilise à ça, c'est ça? On essaie de nous sensibiliser à ça, donc j'essaie de prendre conscience et je sais que l'Anvilliers Club et la CACEM est avec nous pour faire de bonnes performances et que tout est réuni pour que je fasse ou qu'on fasse le maximum de performances. Alors pour faire rêver les nageurs, alors les autres nageurs qui peuvent vous regarder, vous êtes venus avec vos 6 médailles. Est-ce que vous pouvez les montrer? Parce que là, ça fait... Alors quels sont tes objectifs maintenant? Cette année, les objectifs, c'était les championnats de France et maintenant, l'année prochaine, ce sera les championnats d'Europe junior. Je suis en année défavorable, mais on va essayer, rien n'est impossible, donc on va essayer. Mais après, mon objectif à long terme, mon objectif final, c'est les Jeux Olympiques. Après, ce sera le plus tôt possible, ce sera le meilleur, donc Paris 2024, oui. Donc j'aimerais bien y participer. Et pour te détendre, tu as prévu quoi pour les grandes vacances? Le Tour de Yole, regarder le Tour de Yole et profiter des vacances, le peu de vacances qui me restent avant la rentrée. Très bien, merci à toi d'avoir répondu à nos questions et puis bonne chance dans les projets. Et nous continuons à parler sport avec un point sur la sélection de Martinique retenue pour participer au Tour international de Guadeloupe. Au Tour international cycliste de Guadeloupe, Cédric Eustache, Kevin Largit-Copette et Yanis Sidolite du CCV, Eddy Michel Cademart du Madinina Bikers, Christopher Belmar de la JC 231 et Michael Stanislas de l'ECD. La sélection sera encadrée par Fred Cullet, Daniel Canor et Jean-Charles Citeau. Leur départ est prévu ce jeudi.
Lutter contre le harcèlement de manière ludique. C'est un projet imaginé par les membres du Conseil des jeunes du Lamentin. Après plusieurs séances de travail au centre de loisirs de Sarro, ils ont monté la pièce de théâtre Stop Harcèlement, jouée par les enfants. Pour les enfants, le but est de les sensibiliser aux conséquences de ces violences. Voyez cette ambiance captée par Anaïs Gall. Et les gars, vous avez vu le nouveau? Ouais, là, il parlait du pêcheur. Pêcheur, vous pensez qu'il allait à l'école avant? Il n'y a pas d'école dans cette locale. Pour mettre en place le projet, nous avons eu l'idée de faire avec des enfants une pièce de théâtre forum. Donc il s'agit d'une pièce de théâtre sur un thème donné qui a pour but de faire réfléchir les enfants, puis après la scène, nous établissons un dialogue avec eux pour réfléchir sur la thématique de la scène, sur les conclusions qu'on peut en tirer. Je faisais Dylan, le chef des harcelants. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti en jouant ce rôle-là? En fait, j'ai bien aimé, mais après, si c'était pour faire ça dans la réalité, je ne l'aurais pas fait. Mon rôle, c'était bien, mais dans la réalité, là, je pense... Non, dans la réalité, je voudrais pas vraiment qu'on me fasse ça. Moi, j'ai trouvé que c'était bien, mais en fait, ce qu'il ne fallait pas faire, c'est harceler Yanis, parce que ça, c'est du mal. Ça fait du mal et c'est très difficile de l'affronter, je trouve. Si c'est plusieurs personnes ou même une personne, j'aurais pas aimé. Dans la vraie vie, c'est pas bien. Ça blesse. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui vous a marqué? Ceux qui ont assisté à ça, qui est en train de lire, est-ce que vous pensez que c'est ça qu'il fallait faire? Qu'il fallait lire, qu'il fallait rester au quartier? Comme on dit, le harcèlement n'a pas d'âge. On peut voir que de plus en plus de jeunes enfants sont issus et sont touchés par ce harcèlement. Donc dès le plus jeune âge, aussi l'âge où les enfants sont beaucoup plus faciles à, on va dire, sensibiliser, toucher, expliquer, pour ne pas que eux justement ils choisissent le mauvais côté de la pièce en fait. ATV toujours plus proche de vous, place à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence avec cette information pratique pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de collecte sera mis en place de 8h à 13h sur la place Gabriel Ayotte aux Trois-Îlets. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Direction Saint-Pierre pour terminer ce JT des communes. Nous vous présentions en janvier dernier les tout nouveaux espaces de vente mis à la disposition des marins-pêcheurs. À l'époque du reportage, les professionnels de la mer boudaient leur nouvel outil de travail. Je vous propose de revoir ce sujet réalisé par Hubert Bornil avec pourquoi pas une idée de sortir pour ces grandes vacances, partir acheter du poisson frais sur le bord de mer de Saint-Pierre. Regardez. Cette ancienne installation de pêcheurs est pratiquement la dernière que l'on peut encore trouver sur le site puisque les marins-pêcheurs pierroutins disposent à présent de nouveaux abris. Ils ont été récemment livrés, mais il reste encore quelques résistances sur le terrain. À l'exemple de tout ce que l'on peut voir ici traîner, certains ne sont pas tout à fait contents et pourtant c'est du beau travail. Tout le monde s'accorde à reconnaître la beauté des installations confiées aux pêcheurs de Saint-Pierre. Mais derrière cette image idyllique se cache une triste réalité. Les pêcheurs semblent bouder ces nouvelles installations, mais pourquoi? Il y a des marins-pêcheurs qui sont du mouillage et ceux qui sont du fort. Donc il faut comprendre que le marin qu'on oblige à prendre un box là, il ne va pas vouloir redescendre sur Saint-Pierre ou repartir en mer. En Bafeuille, on apprend qu'il y aurait des tensions entre individus sur toile de fond politique. On évoque même des histoires de quimbois, mais dans la réalité, il y a bien des problèmes, car tous les pêcheurs n'ont pas reçu de clé. Quant à l'association des marins-pêcheurs, elle dit ne pas être en mesure de recenser les marins enrôlés ou non mis désagrément.
Je ne peux pas dire si tout le monde est enrôlé, mais il y a 18 à Saint-Pierre. Et là, il y a combien de box? Il y en a 20. De son côté, la CTM, à travers son conseiller exécutif, Louis Boutrin, tente de gérer le problème. D'ailleurs, on préfère nous dire qu'il n'y a pas de problème, alors parlons de difficultés. Il y a une autre culture que nous sommes en train d'inculquer actuellement, c'est la culture de la responsabilité. Au fur et à mesure, vous verrez que de par les conditions de vente qui seront optimales, quand les consommateurs viendront ici, les marins-pêcheurs, ils vont suivre. Exemple parlant de la situation existante sur place, ces pêcheurs ne vont pas écouler leurs poissons à l'endroit nouvellement indiqué. Ils préfèrent garder leurs anciennes habitudes, vendre le poisson devant leur maison. Mais jusque-là, pour l'association, ce n'est pas trop grave, à part le fait que les abris semblent trop petits. C'est trop petit, mais après, bon, on va essayer de s'arranger. Maintenant, s'il y a des box qui sont vides, je pense qu'on peut donner à un pêcheur qui a encore du matériel un deuxième box. En attendant, Louis Boutrin multiplie les concertations sur le terrain dans l'espoir de trouver un consensus. Cet équipement aurait tout de même coûté la bagatelle de 1 700 000 €. Le principal, c'est qu'on puisse accompagner la profession. Pas seulement Saint-Pierre, pas seulement Rivière-Pilote, mais l'ensemble des communes qui nécessitent des aménagements comme Tartane, Trinité, Cosmy, également Sainte-Marie. Nous allons chaque année faire un investissement de plus d'1,9 million par APIT. En effet, des immondices commencent à faire leur apparition sur le site, mais enfin, tout le monde veut croire au sens des responsabilités des usagers. Poisson pas qu'à morder, on pourrait presque en dire de même pour les marins-pêcheurs, puisque ces nouvelles installations ne sont pas encore très fréquentées ni par le public, ni même par les marins-pêcheurs. Et on peut dire tout simplement que les anciennes habitudes restent, comme ici au mouillage. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Avant de vous quitter, je vous rappelle les titres qui ont été développés ce soir. 2 jours après le drame qui s'est joué à la station-service de l'aéroport, les salariés sont toujours sous le choc. Une cellule de crise a été mise en place et un accompagnement psychologique est proposé à tous les employés. La réouverture est programmée demain matin. Des uniformes scolaires proposés en hypermarché. Une première cette année qui a commencé depuis 15 jours. Les boutiques spécialisées redoutent un peu l'arrivée de ces nouveaux concurrents. Les locations de bateaux ne font plus recette à l'approche du Tour des Yoles. Les loueurs deviennent frileux suite à de nombreuses casses recensées lors des éditions précédentes et les Martiniquais réfléchissent de plus en plus à la dépense. Enfin, Julien Bérol et Brice René Corail sont de retour chez nous après avoir participé au championnat de France de natation qui se sont déroulés à Dunkerque la semaine dernière. Julien Bérol, qui a remporté plusieurs médailles d'or, était notre invité ce soir. Restez sur ATV, retrouvez tout de suite une rediffusion de l'émission Destin d'Outre-mer avec le portrait de Florent qui avait 19 ans quand il a perdu sa mère et sa tante dans le crash du Panama. Sans contact avec son père, il se retrouve seul pour construire sa vie de jeune adulte. J'ai perdu ma famille dans le crash de Panama, c'est à retrouver à 19h40. Je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. En attendant, passez une bonne soirée avec nos programmes et à demain.